Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du 7-8 l'Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 21 avril. Le zoo de Thoiry vers plus d'écologie. Le parc vient de lancer la construction d'une usine de méthanisation. Objectif, exploiter les déchets organiques et notamment le fumier animal pour produire ensuite du gaz. Ce processus devrait profiter à 2000 foyers. Jérôme Champetier de Ribes est notre invité fil rouge pour cette émission. Il est depuis quelques semaines le nouveau président du Secours catholique dans les Yvelines. Nous évoquerons avec lui sa fonction et le rôle de l'association dans le département. Enfin, dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur la semaine du handicap à Elancourt et la ville de Coignères qui a présenté cette semaine à ses habitants les grandes orientations de son futur PLU, le plan local d'urbanisme. C'est une première pour un zoo en France. Le parc de Thoiry a débuté officiellement la construction d'une unité de méthanisation. Comprenez un procédé biologique qui a pour but de valoriser les matières organiques du parc et de ses alentours pour produire ensuite du gaz et du fertilisant. Plus d'explications avec ce sujet de Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Une première pierre symbolique, la conclusion d'un projet de plus de 8 ans. Et une première pour un parc zoologique, Thoiry se lance dans la biométhanisation. On prend les déchets, on les met dans ce qui s'appelle le digesteur, parce qu'en fait les déchets sont digérés par des bactéries thermophiles. La température monte à 55 degrés, ce qui en fait élimine les mauvaises bactéries. Et quand cette matière est ainsi transformée, donc pendant que les bactéries digèrent, ça fermente. On a la production de méthane, qui est ensuite transformé en gaz pour chauffer les bâtiments ou pour faire fonctionner des véhicules. Les déchets, le fumier animal, les déchets verts ou encore des fruits et légumes invendus. Le château, le parc, mais aussi 8 autres communes dont Plaisir en bénéficieront. L'usine de biométhane alimentera près de 2000 foyers en partenariat avec GRDF. Elle questionne cette démarche, en fait, le modèle énergétique actuel et de demain. C'est vraiment la tradition énergétique au sens propre du terme, puisqu'on est sur du gaz qui est produit localement à partir de déchets, on est sur l'économie circulaire et il s'agit là donc d'une énergie renouvelable. Chaque année, les animaux du parc produisent 400 tonnes de fumier. En plus du gaz, l'usine produira plus de 10 000 tonnes de fertilisants par an. Et on poursuit cette émission avec notre invité fil rouge, Jérôme Champetier de Ribes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis le 1er mars le nouveau président de l'antenne locale du Secours catholique. Une nouvelle fonction pour vous. Avant, vous avez travaillé, je crois, dans le BTP. Vous êtes toujours en activité professionnelle un petit peu en ce moment. Expliquez-nous comment on passe du BTP à la présidence du Secours catholique. Comment s'est passé le processus concrètement? Alors le BTP, en fait, c'est le début de ma carrière, les 15 premières années, où j'ai eu la chance de construire des grands chantiers et donc de travailler sur des gros objets avec beaucoup de monde. Et donc j'ai développé le goût du construire ensemble. Et puis ça a duré 15 ans, et puis après il y a eu 20 ans, une bonne vingtaine d'années où je suis consultant dans l'accompagnement, le coaching de dirigeants, et puis tout ce qui tourne autour de la dynamique collective. Comment créer une dynamique avec des gens autour d'une mission, que ce soit en entreprise, dans des hôpitaux. Voilà. Donc il y a un lien entre le coaching, on va dire, votre façon d'appréhender votre métier de consultant et puis la présidence de... Tout à fait, et donc arrivant à l'âge de la retraite, je me suis dit comment valoriser toute cette expérience de dynamique collective, et le Secours catholique m'a appelé à ce moment-là pour effectivement prendre la présidence sur les Yvelines. Et donc j'y vois là une nouvelle occasion de donner toute mon expertise dans la dynamique au service d'une cause qui est une cause à la fois humaine, d'aller auprès des plus pauvres et des personnes en précarité, et aussi spirituellement au sein du Secours catholique en lien avec l'Église. D'accord, donc c'est le Secours catholique qui est venu vous voir, c'est pas une démarche personnelle, on est venu vous voir puis vous vous êtes dit... Alors je n'imaginais pas, j'imaginais continuer ma vie professionnelle comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai quand même encore des clients et je suis passionné par mon travail de créer de l'énergie collective dans une entreprise ou dans un hôpital, mais c'est vrai qu'on est venu me chercher et je trouvais que cette proposition était un très beau cadeau qui m'était fait de pouvoir donner encore beaucoup de mes compétences et de mon énergie à une cause qui est belle. Alors je connais le Secours catholique depuis longtemps parce que je suis donateur, et je crois bien sûr à ce besoin et cette nécessité de partager, mais je n'avais pas encore rencontré tout
ce monde du bénévolat et que je découvre en ce moment. Un nouveau président, ça vient avec sa nouvelle patte aussi, ça vient avec vous parliez de dynamique, est-ce que vous vous inscrivez dans les pas de votre prédécesseur ou alors vous voulez peut-être emprunter un nouveau chemin, si je puis me permettre, oui, tout à fait. pour le Secours catholique? Alors à la fois, c'est une continuité, il se trouve que Hervé, c'est le prédécesseur, Hervé Dussuit, que vous connaissez, et qui m'a appelé. Donc nous avons une bonne relation d'amitié et j'admire et je salue tout le travail qu'il a fait avec toutes les équipes depuis longtemps. Il est resté 6 ans, je crois, à la présidence. Il est resté 6 ans, voilà, il a fait 6 ans, dont une partie de la partie de la régionale. Il s'est occupé aussi pendant 3 ans de la région Île-de-France, et il a particulièrement travaillé sur la fracture territoriale en Île-de-France. Et puis voilà, à la fois c'est une inflexion parce que je suis différent de lui, que je mettrai sans doute mon attention sur d'autres points, que ma dynamique relationnelle, managériale est différente. Voilà, mais, Vous découvrez votre nouveau rôle de président, les 2000 bénévoles sur le département des Yvelines, c'est une vraie structure importante dans le département. Ouais. Comment vous va le costume aujourd'hui? Vous êtes bien dedans au bout d'un mois et demi? Oui, je suis très heureux. Alors je découvre beaucoup de gens, je découvre les équipes. J'ai commencé à m'immerger dans l'accueil de jour de Versailles. Et donc pendant les premiers mois, avant même de rentrer en fonction, je suis allé travailler tous les jeudis à l'accueil de jour pour accueillir ces personnes qui sont à la rue, qui viennent se réconforter, trouver du lien à l'accueil de jour. Et puis voilà, maintenant je découvre un peu toutes les entités, les équipes avec ce qu'elles apportent de soutien scolaire, les migrants, voilà. Enfin, je découvre toutes les facettes du Secours catholique en Yvelines. Justement, est-ce qu'un mot sur ces facettes-là et réexpliquer un peu ce qu'est le Secours catholique dans le département des Yvelines? Votre but, c'est d'aider, soutenir, accompagner les plus fragiles dans tous les domaines qu'ils soient. Tout à fait. C'est aider notre orientation nationale est de lutter contre la pauvreté avec les personnes. C'est-à-dire qu'on quitte un peu l'assistance qui a été bonne pendant un temps de donner aux personnes. Là, on veut les aider elles-mêmes à trouver leur avenir, le chemin de leur avenir. Donc on est dans une perspective plus d'accompagnement auprès des pauvres. Alors c'est effectivement accompagner sur des aspects de logement. Quand on parle d'accompagner sur l'aspect logement, c'est quel type d'action? On aide à faire des formulaires, par exemple, alors, des papiers oui, il y a effectivement tout ce qui est autour de la loi Dallot pour essayer de trouver des logements. Il y a effectivement tous les gens qui sont logés à l'hôtel. On en a sur le secteur, à Trappes en particulier. Et donc, on va soutenir ces gens qui sont logés dans des conditions quand même extrêmement spartiates pour les aider dans les transports, pour les aider dans la scolarité de leurs enfants, pour les aider dans les cuisines, puisque souvent dans les hôtels, ils n'ont pas le moyen de cuisiner eux-mêmes. Ouais. Donc voilà. Et puis principalement, on fait du lien, c'est-à-dire que ces personnes-là, on les réunit, on est en lien avec elles de manière à créer... C'est ça le manque principal, c'est le lien, c'est discuter, simplement avoir une discussion avec quelqu'un. Être reconnu comme quelqu'un d'important et que malgré les conditions difficiles dans lesquelles elles vivent, elles sont importantes, elles ont une place, même si elles sont en situation irrégulière. Voilà, le Secours catholique accueille toute personne sans aucune condition de religion, de culture. Voilà, nous sommes catholiques, mais ouverts à toute personne. Alors, vous avez accompagné récemment 14 000 personnes sur un an, c'est le bilan, je crois, 2015-2016. Ouais. Sur le département des Yvelines, dites-nous, on est sur un département quand même connu pour être assez riche. Ouais. Pourtant, 14 000 personnes, ça prouve qu'il y a un vrai besoin sur le département. Comment on peut expliquer ce décalage entre l'accompagnement de 14 000 personnes et pourtant le deuxième département le plus riche de France? C'est lié un peu à cette notion de fracture territoriale où ce n'est pas parce qu'un département est riche que tout le monde est riche. Et donc quand on regarde les 10 communes les moins riches, peut-on dire, de notre département, et dont on sait à peu près où elles sont, eh bien on y voit que dans ces communes-là, on y concentre une grande partie de la pauvreté et de la précarité. C'est-à-dire que beaucoup de communes sont riches, mais un certain nombre de communes sont concentrent tous les facteurs de pauvreté, de précarité, c'est-à-dire l'isolement, le chômage. Voilà. Et donc des enjeux que nous avons là pour les années qui viennent, ça va être effectivement d'arriver à inverser cette courbe qui fait que les plus riches s'éloignent des plus pauvres et que cette fracture s'agrandit. On peut dire clairement que le département des Yvelines, c'est un département plus riche que les autres, mais aussi plus inégalitaire? On peut tirer ce constat-là? La comparaison avec les autres, en tout cas, il y a des inégalités. Je prends le logement social, par exemple. Il y a des communes qui ont à peu près 20% de logement social et d'autres en ont 40%. Voilà. Et quand on cherche à implanter
un centre d'accès de migrants, voilà, eh bien, il y a des communes qui freinent en disant non, pas chez nous. Il y a eu des polémiques récemment. Il y a eu des polémiques, voilà, et donc non, pas chez nous. Et, or, le département des Yvelines, qui est effectivement assez riche, est quand même très en deçà de ce qu'il pourrait. Aurait les moyens voilà. de faire plus. Qui sont les gens que vous aidez? J'imagine qu'il n'y a pas un profil type, mais il y a quand même peut-être des situations personnelles qui favorisent, on va dire, la pauvreté. Oui, il y a beaucoup de migrants, voilà, des migrants qui sont vraiment des personnes qui sont seules, qui ont fui leur pays, etc., et que nous aidons soit dans le droit d'asile, soit effectivement dans l'hébergement. Il y a beaucoup aussi de femmes avec souvent des enfants, donc des familles monoparentales qui ont beaucoup de mal à trouver un équilibre, un lieu, etc. Voilà, donc c'est ça un peu. Et puis après, nous avons les personnes en précarité, les personnes de la rue qui viennent dans nos accueils de jour ou dans les différents lieux où on peut leur offrir un café, un lien, un peu de convivialité. Le besoin d'écoute, ça c'est une réflexion, le besoin d'écoute, d'accompagnement, est-ce que ça concerne finalement que les plus fragiles financièrement, socialement, ou est-ce que vous vous adressez aussi peut-être aux gens qui ont les moyens financiers, qui ont une situation sociale, mais qui parfois peuvent être en détresse psychologique, on peut être seul aussi, vous parliez du contact quand on a des moyens, est-ce que ces personnes-là aussi, vous pouvez les aider, est-ce que vous avez vocation à les aider ? Alors, pas spécifiquement, mais à ces gens-là, j'ai envie de leur proposer de nous rejoindre pour être tournés vers les autres. C'est-à-dire ce besoin de lien qu'on évoquait tout à l'heure, qui tourne autour de l'écoute. L'écoute, ce n'est pas forcément pour les gens les plus fragiles financièrement. Exactement. Et donc, je dirais, toute personne qui a envie d'être en lien avec d'autres, riches, pauvres, quand je vous disais tout à l'heure, on va tous lutter contre la pauvreté ensemble, c'est bien cette notion d'être ensemble et à un moment d'arrêter de penser qui est accueilli, qui est accueillant, mais de faire la fête ensemble, parce que ces personnes-là, ces pauvres, ont des richesses en eux que nous, riches, nous n'avons pas. Et donc, voilà, la vocation du Secours catholique, elle est de créer des ponts, peut-être un petit clin d'œil avec mon monde du BTP, métier, oui. Voilà, et d'accompagner, qui est un deuxième clin d'œil, pour créer des ponts entre, effectivement, ce monde des riches qui a très peur du monde des pauvres, et du monde des pauvres qui est très, très seul et très isolé. Et Jérôme Champetier de Ribes, restez avec nous, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Et l'actualité locale a été marquée à Élancourt par une semaine spéciale sur le handicap. Ateliers et animations étaient organisés pour notamment changer le regard que portent les habitants sur les personnes handicapées. L'un de ces temps forts avait lieu mercredi après-midi avec un atelier de pâtisserie adapté à l'Agora. Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. Vas-y, tu peux descendre. Noredine se lance dans la préparation d'un mendiant, une pâtisserie au chocolat. Il participe à un atelier culinaire pour les personnes en situation de handicap. Vraiment, ce que j'aime bien dans la pâtisserie, c'est la cuisine et la pâtisserie. Ils m'ont donné des chocolats, je les fondus dans le micro-ondes. Et après, comme je les sorti du micro-ondes, je les cassés, que ce soit bien fondu. Et après, ils m'ont donné à mettre dans le sac de plastique. Ils m'ont mis le trou. Et après, j'ai commencé à mettre sur les papiers. Une recette simple, des explications courtes. L'animation est faite par l'association élancourtoise La Toque au Cœur. Je suis concernée par le handicap par ma fille, en fait, qui est en fauteuil roulant. Et donc, c'est une activité qu'on pratique souvent à la maison. Donc, d'où l'idée, en fait, de créer une association pour ça. Partir avec sa création. Et puis, c'est vrai que je crée aussi une petite fiche recette donc, qui leur permet de pouvoir refaire à la maison avec les petites techniques que j'ai données pendant le cours. 12 apprentis pâtissiers se sont essayés à la cuisine du chocolat. Depuis mardi à Élancourt, c'est la semaine du handicap. D'autres animations sont prévues jusqu'à samedi. Et justement, à propos de ces animations, et pour être complet sur le sujet, des ateliers sont prévus samedi 22 avril. Plus de précisions sur le site internet de la commune, www.ville-elancourt.fr. Jérôme Champetier de Ribes, ce genre d'initiative, j'imagine que vous les soutenez. Est-ce que vous, en tant que président aujourd'hui du Secours catholique 78, en tant que citoyen aussi, est-ce que vous avez l'impression qu'on change un peu notre regard sur le handicap en France, sur les personnes pauvres aussi?
aussi, ça a été un sujet souvent tabou, qu'il l'est encore probablement beaucoup trop selon vous. Est-ce qu'il y a une évolution positive tout de même? Je pense qu'il y a une prise de conscience progressive de cette fracture et de la façon dont on ne pourra pas vivre éternellement avec et qu'à un moment on va être confronté sur cette fracture. Je suis très touché par ce reportage puisque c'est vraiment dans la même dynamique. Le handicap d'un côté, la pauvreté de l'autre, c'est des gens qui ont envie d'être... Ils sont souvent liés aussi d'ailleurs. Oui, alors en plus souvent ça se cumule, mais il y a ce besoin de faire quelque chose ensemble, le plaisir de faire de la cuisine et c'est très proche de ce qu'on fait nous aussi. Et donc là il y a un besoin de rencontre, on voit quand on s'approche de l'autre, eh ben, on a moins peur de sa différence et puis on voit sa richesse. Je crois savoir, juste pour terminer notre entretien, que d'ailleurs vous cherchez des bénévoles. Quiconque souhaite devenir bénévole au Secours catholique est le bienvenu. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pas que des personnes âgées. Absolument. C'est un de mes axes, c'est de rajeunir. Et la moyenne d'âge est à peu près 65 ans. Mais les nouveaux bénévoles qu'on recrute, la moyenne d'âge est de 45 ans. Donc il ne faut pas hésiter à venir au Secours catholique avant la retraite. Ça peut être pour n'importe quelle action. Et voilà, dès qu'on a un peu de temps. On peut donner 2 heures, on peut donner une demi-journée, une journée. Voilà, tout le monde est vraiment le bienvenu, on a besoin de bras. Merci Jérôme Champetier de RIP d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le nouveau président 78 du Secours catholique. Merci à vous. Merci. Dans le reste de l'actualité cette semaine, la ville de Coignières a organisé une réunion d'information autour de son futur plan local d'urbanisme. Ce document doit fixer les grandes orientations en matière d'urbanisme pour les 15 prochaines années. Et ce, alors que la population de la ville ne cesse de décroître. Les détails avec ce reportage. À quoi ressemblera Coignières en 2030? Comment rendre complémentaire le volet rural et commercial de la ville? Près d'une centaine de personnes étaient présentes pour cette réunion publique et écoutez le maire exposer ses propositions pour l'aménagement et le développement durable de la commune. D'ici 15 ans, Coignières, un peu plus de 4300 habitants, devrait voir sa population augmenter de 28%. Nous devons aussi construire des logements sur Coignières. C'est une nécessité pour que Coignières vive également. Nous avons des secteurs commerciaux intéressants, nous avons un secteur industriel également intéressant, mais il nous faut également construire des logements parce qu'il nous faut accueillir les personnes qui ont un parcours résidentiel et qui veulent rester sur Coignières. Pour préserver son image de village à la campagne, la majorité a détaillé aux habitants 4 grandes orientations et une vingtaine de points. Parmi ceux-ci, la diversification de l'offre de logement, le renforcement de l'attractivité commerciale ou encore, comme attrape récemment, l'enfouissement de la Nationale 10. Ce qui est important là, entre autres, c'est sur ce préalable de la Nationale 10, cette histoire d'enfouissement qui était dans les cartons, mais dont on pense maintenant que ce serait quand même quelque chose qui soit acté, quoi. Donc ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose, ouais. C'est une bonne démarche. Surtout des questions sur l'augmentation du nombre de logements, du fait que Coignières est resté quand même très, très stable depuis 40 ans. Là. Et donc aussi sur l'accessibilité qui était intéressante aussi. Une nouvelle réunion publique est prévue le 5 juillet prochain. L'approbation du PLU est prévue quant à elle pour juin 2018. À plaisir maintenant, 80 logements vont voir bientôt le jour à la place de l'ancienne gendarmerie. Le bâtiment vacant depuis 2004 appartenait à l'État. Il accueillera désormais 9 logements. Les autres seront construits sur le terrain d'1 hectare à côté du bâtiment militaire. C'est le promoteur Crédit Agricole Immobilier qui mènera le chantier. La livraison est prévue pour le début de l'année 2020. Il y aura à la fois 50% de logements sociaux. Moi, je préfère dire des logements aidés, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'énormément de population française peut accéder aux logements sociaux, surtout les jeunes. Nous avons aussi ce respect du maintien des 25% de logements sociaux sur l'ensemble de la collectivité. Aujourd'hui, nous sommes entre 25 et 26%, donc dans toute mise en place de nouvel habitat sur la collectivité, il est important de gérer cette intégration des logements sociaux pour garder notre équilibre des 25%, en sachant que nous souhaitons qu'il y ait une mixité dans l'habitat, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de faire des quartiers sociaux entièrement. Un autre chantier dans l'actualité locale cette semaine est le centre commercial Parly 2 situé au Chesnay, l'un des plus vieux de France, inauguré il y a 48 ans, est en pleine rénovation depuis 2010 maintenant. Après avoir construit une sortie sur la départementale 186 et de nouveaux parkings, la structure vient de lancer la dernière phase de son projet, une extension avec de nouveaux magasins. La livraison est programmée pour la fin de l'année. Mélanie Poquet et Michael Elmidoro. C'est le point final d'un projet à 250 millions d'euros débuté en 2010.
La rénovation du centre commercial Parly 2, implanté au Chesnay depuis 1969, est dans sa dernière phase. 180 ouvriers travaillent actuellement sur une liaison de 10 000 m² qui permettra une circulation en boucle dans le centre et d'accueillir des magasins supplémentaires. Derrière nous, il y aura un grand rectangle qui accueillera sur 2 niveaux l'extension du Monoprix et aussi une cellule pour accueillir la poissonnerie. Et derrière, dans l'angle, la partie longue du L, se trouvera donc cette connexion entre deux parties du centre avec ces 15 enseignes supplémentaires. Le lifting s'opère également à l'extérieur du centre commercial. Les façades extérieures construites au siècle dernier sont actuellement en cours de restauration. Les façades ont bien commencé, vous aurez un aperçu au niveau de la façade du BHV. C'est à la fois une alliance des motifs historiques de Parly 2 qu'on appelle les moucharabiés. Il y aura aussi des plaques de MBK en céramique sur les façades principales. Et enfin, sur certains angles, un habillage en pierre de valse grise-bleue pour habiller les façades, notamment côté voie publique. Avec ces travaux, la structure qui attire déjà 12 millions de visiteurs par an espère en accueillir 3 millions de plus à l'horizon 2018. Redonner en fait à Parly 2 son rayonnement régional et aller capter une clientèle allant de Paris 16e en passant par Saint-Germain-en-Laye, Jouy-en-Josas, Montfort-l'Amaury, par rapport à une concurrence notamment renforcée avec un Beaugrenelle, un Vélizy, un Plaisir à Saint-Germain-en-Laye. Donc voilà, fort de cette rénovation des parties communes, des parties extérieures, des façades et de cette offre supplémentaire de 15 enseignes supplémentaires, on est vraiment armé pour les prochaines décennies. L'inauguration officielle est programmée pour la fin novembre. Parly 2 proposera à partir de cette date 117 000 m² de surface commerciale et plus de 200 magasins. À 2 ans de fêter ses 50 ans. Mardi, dans notre émission 7-8, les invités, nous recevions Jean-Claude Jameau, le président du comité départemental de la randonnée pédestre. Celui-ci nous a présenté l'opération Randonnette qui vise à nettoyer les chemins et les sentiers du département lors de plusieurs marches organisées tout le long du mois d'avril. Extrait de cet entretien. Et nous, notre rôle, il est pédagogique justement. On se promène avec nos sacs sur lesquels il y a vraiment la spécificité de ce que l'on fait. Et donc, on en profite pour parler aux gens que l'on rencontre. Je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à vraiment interpeller les gens. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement les membres de vos clubs qui peuvent participer à Randonnette, tout le monde peut y participer. Voilà, tout le monde, et il y a beaucoup de municipalités qui commencent à vouloir s'accrocher à notre système, si vous voulez, et pour participer aussi à la propreté générale. Alors ce qui est important, c'est que les sacs, on ramène les détritus et on les trie. On les ramène, chaque personne les ramène chez elle et fait le tri. Donc c'est vraiment un processus clean. Nos sacs sont en amidon de maïs biodégradable. On laisse aucune trace. Du sport à présent, un tournoi UNSS de handball était organisé ce mercredi 19 avril à Plaisir. Le lycée Jean Villard de la commune a notamment affronté un lycée de l'Académie de Paris et un autre de Créteil. L'école est une habituée de ce tournoi puisqu'elle s'est déjà qualifiée en 2012 pour les championnats de France. Alors a-t-elle réalisé une nouvelle fois l'exploit? La réponse avec ce reportage de Mickaël Elmidoro. Le titre de champion interacadémique de handball s'est joué ce mercredi 19 avril à Plaisir. L'association sportive du lycée Jean Villard recevait au gymnase Nicole Hassler les lycées de Paris et de Montereau. Objectif, décrocher une qualification pour les championnats de France UNSS. 12 élèves plaisirois actuellement en seconde et en première ont participé à la compétition. Je trouve que là, le niveau il est moins élevé qu'en club quand même, mais il reste quand même bon. Sur l'équipe de Paris, on est un peu au-dessus, physiquement aussi. Mais sinon, après, tactiquement, ça joue bien. C'est assez important quand même si c'est un championnat qui est moins fort que ce qu'on pratique en club. C'est quelque chose qu'on tient à cœur parce qu'on est des compétiteurs et on veut absolument gagner. Ce tournoi est aussi l'occasion de mettre en pratique les 2 heures de cours dispensées chaque mercredi depuis début septembre dans le lycée. Moi, je suis dans le questionnement, je les fais réfléchir sur le jeu, je les fais intervenir dans les temps morts, je les fais intervenir à la mi-temps pour avoir leur ressenti, savoir ce qu'il faut changer, etc. C'est pas moi qui donne toutes les informations. J'essaie de les mobiliser au sens tactique et réfléchi du jeu pour qu'il y ait un vrai apprentissage, quoi. L'équipe de Plaisir a finalement terminé 2e après sa défaite 23-9 contre le lycée Montereau.
Un classement qui leur permet d'accéder au championnat de France UNSS. La compétition devrait se dérouler fin mai à Limoges. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos reportages en replay sur TV Fil 78 ou l'application tvfil78.com ou l'application TV Fil 78. Bon week-end à tous. Pensez bien sûr à aller voter et à la semaine prochaine.